Yes, Mr. Mitchell. Le président de la Chambre. Oui, bonjour, Monsieur Mitchell. Monsieur Mitchell. Je vous remercie, Madame, Monsieur les juges. Bonjour à tous dans le prétoire. Je vais répondre brièvement à certains des arguments présentés par la défense de Dragan Nikolic dans leur mémoire en clôture. Premièrement, je souhaite aborder certains de leurs arguments à propos de la contribution de Dragan Nikolic à l'entreprise criminelle commune qui lui est reprochée. Et deuxièmement, je vais parler des questions juridiques portant sur la politique de l'État aux fins de commettre les génocides et l'entente pour commettre le génocide. Et finalement, je vais aborder les arguments de la défense portant sur les circonstances atténuantes. Avant de commencer, je souhaite dire quelques mots à propos du mémoire en clôture de la défense. Ce document contient quelques erreurs de droit, de fait et d'analyse. Je ne pourrai pas mettre le doigt sur tous ces points aujourd'hui, mais je souhaite mettre en exergue certains points et d'autres j'aborderai dans le détail. Au paragraphe 667 de leur mémoire en clôture, la défense déclare qu'une autre question importante est le fait que Mormilo Galic était responsable des questions liées à la mobilisation. Il y a beaucoup de questions liées à la mobilisation qui se sont produites entre le 13 et le 15 juillet 1995. Et Galic nie avoir participé à aucune de ces questions. Ceci n'est pas une illustration exacte du témoignage de Galic. Ceci se trouve à la compte-rendu d'audience, page 10514. Galic a confirmé avoir en réalité rencontré les nouvelles recrues le matin du 15 juillet. Un autre exemple apparaît au paragraphe 675, où ils affirment que 3 experts militaires, y compris Richard Butler, était d'accord avec la proposition faite par Dragan Obrenovic qui aurait personnellement choisi l'officier qui devait remplacer Dragan Nikolic au poste de commandement avancé la nuit du 13 juillet. À la page du compte-rendu d'audience 20448 à 20449, M. Butler a dit exactement le contraire de ce qu'a cité la défense. M. Butler a dit « Je m'attendais à ce que le commandant Obrenovic s'assure de la situation préalable. Je ne pense pas que dans le cadre de ces opérations, il eût été approprié qu'Obrenovic choisisse l'officier qui devait être chargé de la mission. » Après cela, Damir Medanovic a témoigné en disant que Dragan Nikolic n'a pas participé au réensevelissement. Encore une fois, il s'agit là d'une déformation du témoignage de Lazarevich. Page de compte-rendu d'audience 14 0701 4508. Lazarevich a simplement dit qu'il n'a pas vu Dragan Nikolic au cours de cette période. Je ne souhaite pas insister sur ce point avec davantage d'exemples. Je crois que cela ne fait pas l'ombre d'un doute que les juges de la Chambre examineront de près les arguments des parties qui ont été présentés dans cette affaire avec beaucoup de soin. Je souhaite maintenant aborder les arguments de la défense eu égard à les arguments de la défense sur l'entreprise criminelle commune aux fins de tuer les hommes de Srebrenica. Tout d'abord, je souhaite parler de l'argument en vertu duquel Dragan Nikolic n'a pas été relevé de ses fonctions au poste de commandement avancé la nuit du 13 juillet. Il n'est pas contesté que Dragan Nikolic était l'officier de permanence à la brigade de Zvornik au poste de commandement avancé le 13 juillet. Les éléments montrent que vers 7 ou 8 heures du soir, Dragan Nikolic a reçu un appel Vujadin Popovic qui a dit à Nikolic de préparer un nombre important de prisonniers que l'on faisait venir de Zvornik
que l'on faisait venir dans le secteur de Zvornik pour qu'il soit tué. Plus tard cette nuit-là, Momir Nikolic a dit personnellement à Drago Nikolic que ces prisonniers allaient être exécutés. Drago Nikolic a appelé son commandant, a eu l'autorisation de quitter le poste de commandement avancé et a emmené quelques membres de la police militaire de la brigade de Zvornik et du commandant de la police militaire, le lieutenant Yassikovac, pour organiser la détention et l'exécution des hommes musulmans. Mihailo Galic a témoigné et a dit qu'il a remplacé Drago Nikolic au poste de commandement avancé comme officier de permanence cette nuit-là. Le poste de commandement avancé, dans son registre, le précise à la pièce P347, confirme au-delà de tout doute raisonnable que Drago Nikolic a été remplacé par Mihailo Galic. Nous savons que les premiers prisonniers sont arrivés à l'école d'Orahovac cette nuit-là, y compris PW 169, et nous savons que la brigade de Zvornik et la police militaire de cette dernière avaient été déployées dans l'école. Y compris Berkachovic. Stanoye Berkachovic, Dragoye Ivanovic et PW 143 qui avaient été envoyés pour les garder. À la page du compte-rendu d'audience 6532, 6533, 6611 à 6612, PW 143 a dit dans ce témoignage qu'en réalité, il a vu Drago Nikolic à l'école de Orahovac cette nuit-là. Drago Nikolic était le commandant adjoint chargé de la sécurité. L'arrivée des prisonniers et le déploiement des membres de la police pour garder ces personnes signifiait que sa présence était requise à l'école pendant toute la nuit. On devait le relever et on l'a relevé. La défense a argué du fait que Drago Nikolic n'a pas quitté le poste de commandement avancé cette nuit-là. Ils avancent que les témoins Mihailo Galic, PW 166, PW 143 et Momir Nikolic, que leurs témoignages ne sont pas crédibles. Je n'ai pas l'intention de répondre à ce point dans le détail. Ces témoins étaient fiables, ils étaient cohérents et tout ce qu'ils ont dit a été fortement corroboré. Je souhaite simplement demander au juge de la Chambre, au paragraphe 2615 à 2646, de se pencher sur les arguments présentés dans le détail à propos de ces témoins. Le deuxième point que je souhaite aborder a été soulevé au paragraphe 680 698 du mémoire en clôture de la défense, où ils avancent qu'il y a des éléments de preuve qui indiquent dans le registre du poste de commandement avancé que ce dernier a été manipulé ou falsifié. Messieurs les juges, j'ai l'original ici si vous souhaitez le regarder. Très simplement, ce registre est fiable. Il date de l'époque et il n'y a absolument aucun élément de preuve pour indiquer que ceci aurait été falsifié et aucun élément qui semble indiquer que Mihailo Galovic aurait inventé de toutes pièces cette mention clé. Les arguments de la défense à propos de ce registre sont tout à fait contradictoires. En paragraphe 688 à 690, ils laissent entendre que ces pages ont peut-être été enlevées de ce registre. D'autre part, au paragraphe 694, ils avancent que ceci est suspect parce qu'il n'y a pas de page manquante dans ce registre. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Ceci n'est pas crédible et ne permet pas d'étayer leurs arguments sur le caractère intégral de cet ouvrage. Troisièmement, Drago Nikolic se fonde sur les éléments de preuve de Dragoje Stojic. Dragoje Stojic et son témoignage montrent qu'il n'aurait pas pu se trouver au poste de commandement avancé la nuit du 13 juillet comme il le prétend. Stojic était un membre du groupe tactique 1 qui s'est rendu à Srebrenica et JEPA. À la page du compte-rendu d'audience de 1971 à 1973, Stojic a témoigné en disant qu'il était à Rijeka. En route vers JEPA. D'après lui, il a pris part au combat le lendemain à JEPA, qui se serait déroulé le 12, et le lendemain, il est rentré à JEPA et est allé au poste de commandement avancé. C'était le 13. D'après lui. Donc il y a 2 jours d'écart par rapport à ce qu'il dit. Le groupe tactique 1 est resté à Rijeka la nuit du 13 juillet.
et a participé à une journée de combat à Jepa le 14 juillet. Un exemple de ces éléments de preuve nous viennent de Drago Kuzminovic à la page du compte-rendu d'audience 12 591 à 12 592. Si Dragan Stojic est resté à Rijeka avec le groupe Tratik numéro 1, ceci a certainement dû se passer le 13 juillet et donc il n'a pas pu se trouver à l'IKM au poste de commandement avancé comme il le prétend. Au paragraphe 654 de son mémoire, la défense laisse entendre que le témoignage de Stojic est corroboré par le fait qu'une compagnie de chars du groupe tactique numéro 1 est rentrée à Zvornik le 13 juillet. Ceci n'est absolument pas pertinent. Stojic n'était pas un membre d'une compagnie de chars. De surcroît, si Stojic était rentré le 14 juillet, il n'aurait pas pu participer à cette journée de combat autour de Jepa le 14. Madame, Messieurs les juges, Stojic s'est manifestement trompé sur les dates et au moment où il se trouvait au poste de commandement avancé. Et son témoignage ne peut étayer l'affirmation de la défense, à savoir que Nikolic est resté au poste de commandement avancé la nuit du 13 juillet. L'ensemble des éléments de preuve sur ce point démontre qu'au-delà de tout doute raisonnable, Drago Nikolic a été relevé de ses fonctions au poste de commandement avancé la nuit du 13 juillet. La défense a également argué du fait que Drago Nikolic pensait que les hommes musulmans que l'on faisait venir à Zvornik allaient être échangés. Son argument est tout à fait improbable et peu plausible. Tout d'abord, les événements montrent que Popovic et Momir Nikolic ont clairement dit à Dragan Nikolic la nuit du 13 que ces hommes allaient être exécutés. Deuxièmement, ceci ne ressemblait en rien à un échange, comme cela est précisé au paragraphe 2647 à 2666 de notre mémoire en clôture. Il n'y a aucune explication légitime qui aurait permis de placer ces prisonniers dans des écoles dans le secteur de Zvornik plutôt que dans le camp de Patkovitch. Ces prisonniers ont été détenus dans des conditions épouvantables. Ils n'avaient ni nourriture, ni soins médicaux, n'avaient pas suffisamment d'eau. Leurs effets personnels et leurs papiers d'identité leur ont été enlevés. Et ce qui est encore plus important, aucune liste des prisonniers n'a été établie et il n'y avait personne contre lesquels les échanger. Drago Nikolic était le commandant adjoint chargé de la sécurité. Les éléments de preuve ont indiqué qu'il avait participé aux échanges depuis au moins 1993. Confère 3D 7D 00454. Si Drago Nikolic avait vraiment pensé que ces prisonniers allaient être échangés, allez de Raovac, la première chose qu'il aurait demandé lorsqu'il s'est rendu à l'école, c'est où est la liste des prisonniers et contre qui les échangeons-nous. Il n'y a pas eu d'échange et Drago Nikolic savait pertinemment bien qu'il ne s'agissait pas là d'un échange. La défense a admis que Drago Nikolic se trouvait à l'école de Raovac à 2 reprises le 14 juillet. Et la défense a également admis qu'il serait sans doute tenu pour responsable en raison de cela. Néanmoins, paragraphe 71 de leur mémoire en clôture, la défense a argué du fait que Nikolic n'a eu aucun rôle quant au fait de donner des directives, de surveiller ou d'aider aux préparatifs ou à l'organisation de l'exécution des prisonniers qui étaient détenus à cet endroit. Le rôle de Nikolic au niveau de la coordination des événements de Raovac est d'aborder dans le détail dans notre mémoire en clôture. Et je souhaite répondre brièvement et insister sur les éléments clés de ces éléments de preuve, encore une fois, et d'insister sur le rôle que Drago Nikolic a joué dans ces exécutions et la surveillance qu'il a exercée. Drago Ivanovic a témoigné et a dit que vers 8 heures, le 14 juillet, Drago Nikolic est arrivé à l'école. Je souhaite simplement vous lire un passage du témoignage d'Ivanovic du compte-rendu d'audience 14 544. Le matin, vers 8 heures, le chef de brigade Nikolic est arrivé. Peu de temps après, quelques 20 à 30 soldats sont arrivés également.
Il a dit à Jasikovac que nous étions libres de partir, mais que nous devrions être prêts et nous tenir près du minibus. Il a dit que les soldats qui étaient arrivés avec lui étaient là pour prendre en charge les civils. Le témoignage d'Ivanovitch établit clairement que Drago Nikolic coordonnait la relève des hommes chargés de la sécurité qui étaient arrivés la veille et que les soldats qui sont arrivés ce matin-là signifiaient que c'est lui qui assurait la coordination, qui surveillait la détention et que c'est lui qui surveillait la détention de ces prisonniers. Simplement pour que les choses soient tout à fait claires, c'est le lieutenant Jasikovac qui a donné l'ordre à ses membres de la police de rester sur place. Il est également clair que le lieutenant Jasikovac transmettait les instructions de Drago Nikolic aux membres de la police militaire. C'est un parfait exemple de la façon dont les rapports entre Nikolic, le lieutenant Jasikovac et la police militaire fonctionnaient, à la fois sur la base du règlement et comment les choses se déroulaient dans la pratique. Plus tard ce matin-là, Drago Nikolic s'est rendu à l'hôtel Vitkovac avec Milorad Birchakovic et il est allé rencontrer les autocars qui étaient remplis de prisonniers qui venaient de Srebrenica. À la page du compte-rendu d'audience 11054 à 11055, Milorad Birchakovic a témoigné et a dit que Drago Nikolic lui avait dit de monter à bord de l'autocar et de se rendre à Orahovac. Nikolic avait assuré la sécurité supplémentaire ce matin-là et maintenant il organise l'arrivée des prisonniers supplémentaires. Vers 11h, Nikolic s'est rendu dans l'école de Rahovac et au cours des prochaines heures, différents témoins, de très nombreux témoins, l'ont vu, notamment Milorad Birchakovic. Page du compte-rendu d'audience 11022, PW 142, page du compte-rendu d'audience 6451 à 6452, PW 148, page d'audience 6536 à 6538, Stanislav Birkachovic, compte-rendu d'audience 10748, Dragoye Ivanovic, page du compte-rendu d'audience 14544 à 14548, Tanachko Tanic, page du compte-rendu d'audience 10337 et PW 101, page du compte-rendu d'audience 7573 à 7574. Le PW 142 a vu Drago Nikolic s'entretenir avec des officiers supérieurs de haut rang à l'école. Dragoye Ivanovic a vu Drago Nikolic et le lieutenant Jasikovac s'entretenir avec l'officier supérieur de la VRS. PW 143 a également vu Nikolic s'entretenir avec l'officier supérieur de la VRS qui, dans son témoignage, a dit qu'il n'appartenait pas à la brigade de Zvornik. Les réunions de Nikolic avec Nikolic avec le lieutenant Jasikovac ainsi qu'avec les officiers supérieurs à la VRS à l'école établissent de surcroît qu'il jouait le rôle de supérieur qui surveillait les opérations. Les événements ont également montré que Drago Nikolic et son adjoint Milorad Terbic se trouvaient à l'école Rahovac après le transport et l'exécution des prisonniers. Après que le transport et l'exécution des prisonniers aient commencé. Les éléments de preuve indiquent ceci au paragraphe 2703-2716 de notre mémoire. PW 101 en particulier a vu M. Nikolic coordonner le transport des prisonniers depuis l'école lorsqu'il y est allé vers 8h30 du soir cette nuit-là. C'était environ au même moment que Milorad Birchakovic a dit dans son témoignage que Drago Nikolic était rentré à l'école de Rahovac un moment avant la tombée de la nuit. Ceci se trouve au compte-rendu d'audience 11023. Je souhaite maintenant brièvement aborder le rôle joué par la police militaire en Rahovac, qui est résumé au paragraphe 2696 à 2708 de notre mémoire. Leur participation aux exécutions est extrêmement significative parce que par l'intermédiaire du lieutenant Jasikovac, leurs activités ont été dirigées par Drago Nikolic. La police militaire a gardé les prisonniers.
ils ont aidé les prisonniers dont les yeux avaient été bandés. Ils ont placé les prisonniers à bord de camions qui les ont emmenés sur le site de l'exécution. PW 142 a dit dans son témoignage qu'au moins à une occasion, les membres de la police en réalité ont escorté les prisonniers jusqu'au site d'exécution. Et nous avons également entendu des témoignages de membres de la police militaire, Milorad Berčaković, qui était le chauffeur de Drago Nikolić, qui l'avait escorté un certain nombre de ses camions jusqu'au point d'eau. Et nous savons que ce point d'eau était le deuxième site d'exécution. Et malgré leurs affirmations indiquant le contraire, ces hommes de la police militaire devaient savoir que ces prisonniers avaient été exécutés. Ils ont même essayé de dissimuler leur participation à Oraovac en changeant le registre de membres de la police et en supprimant les références à Oraovac le 14 juillet et les références à Rochevitz le 15 juillet. La Chambre de première instance a également entendu des éléments de preuve crédibles indiquant que Drago Nikolić se trouvait sur le site de l'exécution d'Oraovac ce jour-là. PW 143 a vu Drago Nikolić quitter l'école d'Oraovac et se diriger vers le site de l'exécution en voiture. Page du compte-rendu d'audience 66-14. PW 101 a vu Drago Nikolić sur le site de l'exécution surveiller l'exécution avec un autre officier supérieur de la VRS. Ce qui correspond tout à fait au récit de l'époque de M. Popovic. Je souhaite rapidement dire que ce qu'a dit PW 101 à propos du rôle joué par Drago Nikolić sur le site de l'exécution. Il était là parce que ces hommes escortaient les prisonniers depuis les camions. Il était là pour les diriger. Parce que les autres hommes qui étaient là étaient en train d'exécuter les hommes. Ils leur tiraient dessus. Et c'était là leur rôle. Alors que Drago était là avec les autres. Il ne leur criait pas dessus et ne faisait rien de la sorte. Il était simplement en train de leur donner des consignes et leur dire ce qu'ils devaient faire. À un moment donné, au cours de la journée, Nikolić est rentré à la brigade de Zvornik, au quartier général, où il a rencontré PW 102 et PW 108. Et comme vous le savez, Madame, Messieurs les juges, vous avez entendu Drago Nikolić dire que PW 102 avait exécuté les prisonniers à Oraovac. Ces exécutions, les éléments de preuve ont montré que ces exécutions se sont poursuivies après la tombée de la nuit. Les éléments de preuve indiqués au paragraphe 743 à 750 de notre mémoire. Milorad Berčaković a dit dans son témoignage qu'il avait vu Drago Nikolić passer en voiture devant le site de l'exécution 2 fois après la nuit tombée. Les exécutions devaient se poursuivre certainement à ce moment-là. Madame, Messieurs les juges, il s'agit là d'un récit irréfutable qui découle des témoignages de ces témoins. Drago Nikolić a coordonné la détention, le transport ainsi que l'exécution des prisonniers à Oraovac, à la fois à l'école et sur le site de l'exécution. Et il s'est assuré du fait que les ordres qu'il avait donnés pour tuer les prisonniers ont été exécutés. Je souhaite maintenant parler des arguments de la défense et des déductions faites du réunion de Drago Nikolić avec M. Popovic et M. Behara le matin du 14 juillet, ainsi que ses rencontres avec M. Behara devant l'école de Petkovci dans l'après-midi du 14 juillet. Au paragraphe 1173 de leur mémoire en clôture, la défense argue du fait que Drago Nikolić a simplement appris l'échange imminent des détenus lors de cette réunion avec M. Popovic et M. Behara le matin du 14 juillet. Afin de placer cette réunion dans son contexte, comme cela est indiqué dans notre mémoire en clôture et résumé par M. Van der Puy ce matin, M. Behara et M. Popovic étaient manifestement au courant de cette opération d'assassinat et de massacre à l'époque de cette réunion parce que tous deux étaient intervenus dans cette opération. Drago Nikolić, avec ses collègues dans lesquels il avait confiance, avait besoin de leur aide. Même si on ignore complètement les éléments de preuve qui précise que Drago Nikolić a été retrouvé la nuit du 13 et que les prisonniers
allaient être exécutés. Il n'est pas concevable de penser que M. Popovic et M. Ebara auraient dissimulé ces informations de Drago Nikolic. Le président, pardonnez-moi de vous interrompre, mais sur notre live note, le compte-rendu d'audience est arrêté. En tout cas, l'écran principal n'a plus l'air de fonctionner. Étant donné... Bien. Y a-t-il des objections de la part des équipes de la défense? Est-ce que nous pouvons continuer? Pas d'objection. Nous allons donc poursuivre. Monsieur Mitchell, merci Monsieur le Président. Les événements qui se sont déroulés après cette réunion montrent également que cette opération de meurtre a certainement dû être abordée. Les présidents sont arrivés de Bratunat ce matin-là. Un peu plus tard, les préparatifs pour les exécutions à Raovat s'étaient terminés. Et les... was sent to Rahavats before noon that day. Les bandeaux sur les yeux avaient été préparés, les camions ont été mis à disposition pour emmener les prisonniers sur le lieu de l'exécution. Une pelleteuse a été envoyée à Rahovats pour creuser les fosses communes. Avant midi ce jour-là, P104 a dit dans son témoignage que M. Ebera avait demandé aux autorités civiles de Zvornik de l'aider dans l'ensevelissement des prisonniers qui allaient être assassinés. Le 1er bataillon et le 6e bataillon ont également reçu des éléments d'information du commandement de la brigade de Zvornik que des prisonniers allaient arriver de l'école de Kula et de Petkovitsi, respectivement. Ces prisonniers ont été tués très rapidement et de façon très efficace en l'espace de 3 jours. Dans les circonstances qui entourent cette affaire, l'objet de cette réunion du matin du 14, en fait, n'aurait pu être que de coordonner cette opération meurtrière. La même conclusion s'applique à Drago Nikolic et les réunions qu'il a tenues avec M. Behara à l'extérieur de l'école de Petkovci cet après-midi-là. Cette réunion s'est déroulée, d'après Marko Mileshevich, entre 4h et 5h, entre 16h et 17h de l'après-midi. Ceci s'est passé après les exécutions à Rahovats, après le début des exécutions à Rahovats, c'est juste quelques heures avant que les prisonniers de Petkovci ne soient tués. Il est tout à fait déraisonnable de penser que M. Behara essaye de dissimuler des informations sur cette opération meurtrière de Drago Nikolic à l'époque. Cela ne fait pas l'ombre d'un doute que Drago Nikolic était au courant de cette opération meurtrière, puisqu'il en était le point central. Madame, Messieurs les juges, la défense a présenté des arguments très détaillés sur le rôle joué par Drago Nikolic dans la détention et l'exécution des prisonniers qui ont été retenus à l'école de Kula et l'école de Rotchefi. Je ne vais pas répondre à chaque argument dans le détail. Ce sont des éléments qui sont abordés dans notre mémoire en clôture. Je souhaite simplement vous demander, Madame, Messieurs les juges, de tenir compte des arguments des parties précises dont nous parlons, en particulier nous, dans notre mémoire. Au paragraphe 26-76 à 66-84 de la participation de Nikolic, de la prise en charge des prisonniers à Kula et des instructions qu'il a données à Slavko Peric. Les éléments montrent qu'à l'époque, il s'est entretenu avec Slavko Peric. Il savait que les prisonniers allaient être tués. Au paragraphe 27-38 et 27-62, ceci indique, les éléments de preuve indiquent que la brigade de Zvornik pouvait envoyer et recevoir des télégrammes codés, que ces télégrammes codés ont été envoyés au commandement du 2e bataillon tôt le matin, le 15 juillet, donnant l'ordre de former et d'exécuter une escouade et de mettre en place une escouade, et que Drago Nikolic a appelé le commandant du 2e bataillon le matin du 15 juillet, suite au télégramme reçu, et a insisté que il fallait trouver des exécutants pour cela. Pour finir, au paragraphe 27-70 à 27-75, les éléments de preuve montrent que PW-165, que Drago Nikolic s'est rendu à l'école de Rotchevich le 15 juillet avec Milorad Terbic et a donné des consignes aux membres de la police qui se trouvaient là. Encore une fois, Drago Nikolic était à l'école de Rotchevich. Il savait que les prisonniers étaient détenus et qu'ils allaient être tués. Le dernier point que je souhaite aborder, eu égard à l'entreprise criminelle commune aux fins de massacrer les hommes valides de Srebrenica, la défense, dans ses arguments, a présenté, au paragraphe 95 à 13001 de leur mémoire,
indiqué que Drago Nikolic n'avait rien à voir avec les interrogatoires et les exécutions à la ferme de Braniewo, comme c'est indiqué au paragraphe 1057 à 1058 de nos mémoires en clôture. Les éléments de preuve ont clairement démontré que ces 3 hommes musulmans ont survécu aux exécutions en masse à la ferme de Braniewo. Ces 4 rescapés ont été capturés. Ils ont été transfaits jusqu'au quartier général de la brigade Zvornik et ont été interrogés par des membres de la police militaire. Chedajovic et Nebojša Jeromić qui a témoigné pour dire que c'est Drago Nikolic qui surveillait ses travaux à l'unité chargée de la prévention des crimes. Cela signifie que les interviews avec les 4 rescapés a dû avoir lieu en toute connaissance de cause de la part de Drago Nikolic et avec son autorisation. Drago Nikolic a participé personnellement à cette enquête en assistant à une présentation des témoins à partie dans lesquels Nikolic also attended 4 rescapés ont été identifiés par les soldats de la brigade de Zvornik qui les avaient aidés. Nikolic a également assisté à un entretien avec ces soldats de la brigade de Zvornik et a signé le règlement la décision contre eux pour avoir collaboré avec l'ennemi. Les éléments montrent que d'après Nikolic, après que Nikolic ait découvert que ces 4 prisonniers avaient survécu aux exécutions à la ferme de Braniewo, Nikolic s'est entretenu avec le commandant Vinko Padorevic et les 4 prisonniers ont disparu peu de temps après. Drago Nikolic a contrôlé chaque étape de cette enquête. Cela ne fait pas l'ombre d'un doute qu'il a participé à la disparition et au meurtre de ces 4 victimes. Je souhaite maintenant aborder les arguments de la défense à propos de la participation de Drago Nikolic dans le transfert forcé de la population musulmane de Srebrenica et Jepa. Tout d'abord, M. Nikolic a argué du fait qu'il n'avait aucune connaissance et n'a absolument pas participé au transfert forcé de la population musulmane de Srebrenica. Madame, Monsieur les juges, cet argument est à la fois inexact au plan en matière de droit et en matière factuelle. L'acte d'accusation précise clairement que l'objectif commun de l'entreprise criminelle commune consistait à forcer la population musulmane à quitter les enclaves de Srebrenica et Jepa. La référence à la population musulmane intègre bien évidemment ces hommes-là. Comme nous l'avons argué pendant la présentation de nos arguments dans le cadre de l'article 98 bis, les termes utilisés dans les zones à l'extérieur ou qui ne relevaient pas du contrôle de l'ARS, qui apparaît au paragraphe 49 de l'acte d'accusation, ne définit pas l'objectif et le but de l'entreprise criminelle commune. Les éléments de preuve montrent que les musulmans de Bosnie ont été déplacés des zones à l'extérieur de la RS, mais que la destination finale de ces personnes n'est pas un élément matériel du crime. À l'inverse, c'est l'acte qui consiste à forcer la population musulmane à quitter les enclaves de cette zone alors qu'ils s'y trouvaient de façon tout à fait légitime, sans motif acceptable au terme du droit international qui constitue un élément du crime de l'entreprise criminelle commune. D'autres passages de l'acte d'accusation indiquent clairement que les hommes de Srebrenica auraient été les victimes de transferts forcés. Au paragraphe 62, on allègue que ces hommes qui ont été séparés de leur famille à Potocari et mis à bord d'autocars à Bratunac étaient des victimes de transferts forcés. Au paragraphe 63 de l'acte d'accusation, on allègue que les hommes musulmans qui se sont rendus et qui se trouvaient dans la colonne étaient également des victimes du transfert forcé. Au paragraphe 48, plus particulièrement précise que le transfert forcé de la population musulmane comprend le fait de faire monter à bord d'autobus et de contraindre les hommes à monter à bord d'autobus. Les hommes qui ont été emmenés jusqu'au secteur de Zvornik où ils ont finalement été exécutés. Les hommes qui ont reçu et détenu les victimes du transfert forcé à un moment donné faisaient partie du plan de transfert forcé. Ces individus
ces individus étaient des personnes qui physiquement ont participé aux attaques de Srebrenica et Jepa, les hommes qui ont mené la séparation à Petočari et les hommes qui ont capturé les hommes musulmans le long de la route. Monsieur Nikolic a participé à la coordination et au transport ainsi qu'à la détention de ces prisonniers lors d'une réunion avec M. Behara et Popovic le matin du 14. Après cette réunion, il s'est rendu à l'endroit où se trouvaient les bus et a rencontré certains de ces hommes-là qui transportaient les prisonniers. Et leur a demandé de se rendre à Orahovac. Il a également surveillé la détention de ces prisonniers une fois qu'ils étaient arrivés aux écoles dans le secteur de Zvornik. Drago Nikolic était un lien vital dans la chaîne qui a contraint ces hommes musulmans de quitter l'enclave de Srebrenica. Et pour les emmener dans le secteur de Zvornik. Il savait pertinemment que ceci se produisait. Il a participé au transfert forcé de l'entreprise criminelle commune. Je souhaite maintenant aborder brièvement 2 points juridiques qui sont soulevés par la défense dans leur mémoire en clôture. Tout d'abord, la défense argue du fait que l'existence d'une politique de l'État aux fins de commettre le génocide ne constitue pas formellement un élément de crime. C'est tout à fait... cela n'est pas le cas. Ceci est inscrit dans la Convention sur le génocide. Ceci ne fait pas partie du statut de notre tribunal et la Chambre d'appel dans l'affaire Yelesevich et son arrêt a clairement indiqué au paragraphe 48 que l'existence d'un plan ou d'une politique quelconque ne constitue pas un ingrédient juridique du crime. Pour ce qui est du complot pour commettre le génocide, la défense dit au paragraphe allant de 141 à 187 dans leur mémoire en clôture et au paragraphe 15 jusqu'à 16, même si le complot pour commettre le génocide ou l'entente pour commettre le génocide a été conclu, c'était à un moment donné, dans la nuit du 11 juillet, Drago Nikolic ne pouvait pas y participer et l'entente en vue de commettre le génocide a été clairement indiquée au paragraphe 34 de l'acte d'accusation et cette entente a la même durée ainsi que le même fait que donc l'intention que l'entreprise criminelle commune concernant le meurtre des hommes de Srebrenica. Et la loi est claire pour ce qui est une personne qui est qui fait partie d'une entente en vue de commettre le génocide au moment où ces personnes ont conclu cet accord avec les autres pour commettre le génocide. Et le 12, le 13, le 14, le 15 juillet, puisque les différentes gens ont rejoint cette entente et c'est à ce moment-là où ils se sont rendus coupables du crime du génocide. Et c'est à partir de ce moment-là où leur comportement revêt un caractère criminel. Monsieur le Président, le moment où Drago Nikolic s'est mis d'accord pour rejoindre cette entente est clair. C'était dans la nuit du 13 juillet. Il a reçu un appel et on lui a demandé de rejoindre cette entente pour ce qui est de l'opération de meurtre. Et peu après, il a été appelé par son commandant qui lui a demandé de partir du poste commandement avancé et cela représente une preuve concluante qui montre que Drago Nikolic s'est mis d'accord avec les autres pour commettre le génocide. Et le dernier point par rapport auquel j'aimerais parler, ce sont les arguments de la défense pour ce qui est des circonstances atténuantes au paragraphe 1334 et 1336 par exemple. Là, dans le mémoire en clôture de la défense avance que le grade inférieur de Drago Nikolic, le fait qu'il a procédé conformément les ordres, le fait qu'il a été submergé en quelque sorte par ces événements diminue sa responsabilité et que cela est important pour ce qui est de la sentence et de la peine. Et ces arguments ne devraient pas avoir aucun poids. Drago Nikolic n'a pas été forcé de commettre ces crimes. Drago Nikolic n'a pas été forcé de suivre ses ordres. Il n'a pas été submergé par les événements qui échappaient du cadre de son contrôle. Il avait le choix et il n'y a aucun doute qu'il aurait
il aurait été nécessaire d'avoir beaucoup de courage moral. Il aurait pu choisir de dire non et c'était donc son obligation morale et légale. Mais non, au lieu de cela, il a demandé et il a reçu l'autorisation de quitter son poste au poste de commandement avancé et de rejoindre ce plan génocidaire. Et il a participé à des actes criminels pendant lesquels pendant des jours et des semaines, c'était en fait son choix. Il n'y avait pas des actions de je sais pas, des actions d'un officier inférieur qui a été, sur lequel une pression a été effectuée pour suivre des ordres. Ce sont les actions d'un homme qui était au courant et qui était conscient de l'intention de commettre ces crimes. Merci, Monsieur le Président. Le Président, merci, Monsieur Michel. Qui va parler ensuite? Vous, Monsieur Elderkin. Monsieur Elderkin, bonjour, Monsieur le Président. Oui, je vais prendre la parole maintenant. Your Honours, Council. Monsieur le Président, mes collègues, bonjour. D'abord, je vais parler des questions concernant des meurtres opportunistes et des persécutions qui sont retenues dans l'acte d'accusation en tant que conséquence prévisible pour ce qui est de deux entreprises criminelles communes. Dans l'acte d'accusation, on peut voir ces crimes pertinents et les incidents liés à ces crimes pertinents énumérés au paragraphe de 31 à 48 et pour ce qui est des paragraphes allant de 37 à 83, il est dit pour ce qui est des charges retenues que ces crimes ont été prévisibles pour ce qui est des membres qui participaient à l'entreprise criminelle commune du meurtre et du transfert forcé. Je ne vais pas parler et répéter les faits, les détails reliés aux faits qui sont énumérés dans le mémoire en clôture à partir de la page 119 pour ce qui est de Potocari Bratunac, le supermarché à Kravica. Et là commence à la page 224 pour ce qui est des événements survenus à l'école Petkovci. Pourtant, je vais parler des allégations factuelles. Lorsque ces allégations sont soulevées dans les mémoires en clôture des équipes de la défense. Au début de mémoire des réquisitoire et plaidoirie, l'accusation hier a donc communiqué un corrigendum à son mémoire en clôture pour ce qui est de certains meurtres opportunistes qui ne sont plus retenus en tant que charge dans l'acte d'accusation. Et c'est au paragraphe 31 B et C. Comme cela figure dans la requête de l'accusation du 15 février 2008, ces incidents énumérés là n'ont pas été prouvés. Par conséquent, les seuls meurtres opportunistes retenus comme charge à Potocari représentent les 9 cadavres retrouvés près de la base des Nations Unies, tout près de la route principale côté Boudak, ce qui est énuméré au paragraphe 31.1a. Et pour ce qui est des exécutions sommaires d'un homme près de la Maison Blanche, cela est énuméré au paragraphe 31.1d. Bien que dans l'acte d'accusation, il est question de 9 hommes qui ont été tués le 12 juillet. Les moyens de preuve présentés dans cette affaire ont démontré que ces 9 personnes ont été tuées le 13 juillet au même site. De plus, les incidents pour ce qui est des meurtres opportunistes qui étaient arrivés tout près du supermarché à Kravica, énuméré au paragraphe 31.3 de l'acte d'accusation, englobent l'allégation selon laquelle, et je cite, un soldat de la VRS ou du MUP
a mis le canon du fusil dans la bouche d'un prisonnier, d'un musulman de Bosnie, et l'a exécuté de façon sommaire. Comme cela est indiqué dans le corrigendum, il n'y a pas de moyen de preuve suffisant pour prouver que cet homme avait été tué. Pourtant, comme cela a été élaboré en détail dans le mémoire en clôture de l'accusation, d'autres actes de violence et d'autres meurtres survenus près du supermarché à Kravica avaient été prouvés. Un nombre de mémoires en clôture de la défense avance que certains accusés n'étaient pas au courant des meurtres opportunistes et de ces incidents qui se sont réellement passés et qui n'ont pas contribué à la réalisation de ces incidents. Par exemple, je peux citer le mémoire clôture BARA, les paragraphes allant de 487 à 490. Ensuite, mémoire en clôture Miletic au paragraphe allant de 497 et 498. Ensuite, le mémoire en clôture Nikolic, et ceci au paragraphe allant de 1309 à 1312. Et le mémoire en clôture Pandurevich à la page 228. Pourtant, ces éléments ne sont pas pertinents pour ce qui est de l'analyse de la troisième entreprise criminelle commune. Ce que l'accusation doit prouver, c'est que ces crimes ont arrivé et ont été perpétrés, que ces crimes représentaient les conséquences prévisibles et naturelles de la mise en œuvre de l'entreprise criminelle commune, et que les accusés qui étaient membres de cette entreprise criminelle commune ont pris le risque de façon consciente. Et sur la base de cela, je peux dire que les points qui sont soulevés dans les mémoires en clôture de défense qui concernent donc la responsabilité pour les meurtres opportunistes concernent les questions qui dépassent la portée des analyses des événements pertinents. D'abord, j'aimerais parler du droit positif et applicable. D'abord, le degré de prévisibilité. Le président, M. Elderkin. Avant de parler de cela, lorsque vous parlez des meurtres opportunistes, vous avez parlé des meurtres opportunistes qui ont été commis à Potocari ou qui ont un lien avec Potocari, ainsi qu'avec des événements survenus au supermarché à Kravica ou à Kravica. Mais vous n'avez rien dit pour ce qui est des événements pour lesquels on dit qu'ils se seront passés à Bratnotsua-Petkovci. Quelle est votre position par rapport à ces événements, M. Elderkin? La position de l'accusation est comme suit. Ces crimes ont été prouvés et les charges concernant ces crimes n'ont pas été modifiées. Le président, très bien, M. Elderkin, je ne l'ai pas mentionné tout simplement parce qu'il n'y avait pas de modification par rapport à cela. Le président, très bien, M. Elderkin. Donc, pour ce qui est de la loi applicable, d'abord, le degré de prévisibilité. La Chambre d'appel a confirmé dans sa décision du 25 juin 2009 dans l'affaire Karadzic que, je cite, lorsqu'on parle de l'analyse de la probabilité, le degré de conscience des participants de la prise criminelle commune 3 ne demande pas la compréhension de la probabilité de la commission du crime. Mais pourtant, on demande que la possibilité que le crime peut être commis est suffisamment matériel pour être prévisible par un accusé. Ensuite, la Chambre d'appel a considéré qu'un accusé qui est membre de l'entreprise criminelle commune peut être responsable ou coupable pour ce qui est de l'intention des crimes spécifiques dont les conséquences sont prévisibles. Et cela a été donc indiqué dans la décision de l'appel interlocutoire de la Chambre d'appel dans l'affaire Borjanin datée du 19 mars 2004. Et c'est la jurisprudence qui s'applique pour ce qui est des crimes dont on parle dans cette affaire. Pour ce qui est de la prévisibilité, dans la mémoire en clôture Guerrero, il est dit au paragraphe 48 que, et je cite,
la position de la défense est que, puisque ces crimes ont été commis, en fait, ont été commis pour des raisons personnelles, vengeance personnelle. Il aurait été tout à fait impossible pour Milan Gbero de prévoir la commission de ces crimes parce que ces crimes n'avaient rien à voir avec l'opération du transfert forcé. Monsieur le Président, les moyens de preuve corroborent une conclusion tout à fait opposée. Les circonstances dans lesquelles il y avait eu le transfert forcé et les meurtres pour ce qui est de ces atroces criminelles communes qui ont eu lieu en tant que meurtre spontané ou meurtre par vengeance ont été objectivement prévisibles en tant que conséquence possible de ces opérations. Je ne vais pas parler en détail de tout cela, mais je peux, parce que ça a été expliqué pendant l'affaire, mais il y avait des représailles autour de Srebrenica, de l'enclave de Srebrenica à partir de 1992. Et de plus, la violence perpétrée contre les musulmans de Srebrenica était clairement et prévisiblement partie de la politique du nettoyage ethnique dans les zones donc réclamées par les Serbes de Bosnie, y compris les agglomérations dans la vallée de la Drina, et en particulier était prévisible dans la lumière de l'histoire violence de la guerre. Et en même temps, il faut qu'il y ait un élément subjectif, à savoir que tous les accusés pouvaient prévenir la commission de ces crimes. Pourtant, puisque tous les accusés étaient officiers des forces armées de la République srpska pendant toute la guerre, on ne peut pas dire, on ne peut pas suggérer qu'aucun de ces accusés n'avait pas de connaissances nécessaires pour ce qui est également connaissance de la police, de la politique du nettoyage ethnique et de la haine qui existait avant le mois de juillet 1995. Donc, ils auraient pu prévoir les incidents de violence, de meurtre et qui auraient pu résulter du plan criminel pour ce qui est de la chasse de la population musulmane des enclaves, pour ce qui est de la différence entre les meurtres opportunistes et les meurtres organisés en masse en juillet 1995, dans l'acte d'accusation paragraphe 93, cela a été clairement expliqué. Et voilà une partie de ce paragraphe. Le terme opportuniste est utilisé dans cet acte d'accusation pour décrire les meurtres ainsi que d'autres actes criminels qui ont commis par des individus, par des soldats qui procèdent de façon arbitraire et probablement sans avoir procédé d'après les ordres de leurs officiers supérieurs. Donc ces meurtres ne faisaient pas partie des événements planifiés dans le cadre de l'entreprise criminelle commune pour ce qui est des meurtres. Ces meurtres ont eu lieu à d'autres sites et non pas à des sites choisis, des sites d'exécution choisis et sélectionnés. Et cela parce qu'il y avait d'autres raisons pour le faire et non pas et cela n'a pas été fait conformément aux ordres militaires. Cela représente le niveau de la violence acceptée par les membres de la entreprise criminelle commune en tant que conséquence possible de la réalisation du plan qui visait à chasser la population musulmane de Srebrenica. Et tous les incidents énumérés dans l'acte d'accusation correspondent à cette caractérisation. Les meurtres à Potocari, à Bratunac, près du supermarché à Kravica, ainsi qu'à l'école de Petkovci, ont eu lieu à des sites, à des localités où il y avait un risque que ces crimes soient découverts par les membres du bataillon néerlandais et des membres de la population locale qui n'ont pas participé à cela. De plus, ils n'ont pas participé à des meurtres des hommes musulmans, de tous les hommes musulmans à ces localité, ce qui veut dire que c'était des actes spontanés de violence, des actes de violence ou des actes de vengeance. Et même après que l'opération du meurtre a commencé, ces meurtres ont eu lieu et donc on peut conclure clairement que cela a été prévisible parce que
D'autre part, les meurtres organisés commis en masse n'ont pas été prévisibles en tant que conséquence du transfert forcé. C'est ça la différence. C'est pourquoi les membres de l'entreprise criminelle du transfert forcé sont responsables pour ces meurtres et non pas pour des exécutions en masse. Et maintenant j'aimerais parler des allégations factuelles spécifiques concernant le meurtre de 9 hommes à Potocari. Le mémoire en clôture Guerrero avance plusieurs arguments pour ce qui est de ces victimes. Et ensuite, il y a quelques possibilités raisonnables qui sont énumérées d'abord au paragraphe 75 et 76 du mémoire en clôture Guerrero. Il est dit que les 9 cadavres qui ont été trouvés à Chouchnari et à Yaglichi, où les musulmans ont formé une colonne et on commence à se diriger vers Tuzla vers 23 heures du soir, montre que ces victimes auraient pu être des combattants qui faisaient partie d'une colonne. Et je cite que ces hommes auraient pu être tués parce qu'il y avait des conflits entre eux, des conflits intérieurs, où ils auraient pu être victimes des vengeances personnelles donc des meurtres commis par des membres de la colonne. Deuxièmement, il a été avancé que ces 9 personnes auraient pu être tuées par les combattants musulmans de Bosnie qui ont été vus le 11 juillet, mais qui étaient partis dans les bois le 2 juillet, ce qui est indiqué au paragraphe 77 du mémoire en clôture Guerrero. Troisièmement, il est soutenu que ces 9 personnes, ces 9 hommes auraient pu être tués par une personne vue par le commandant Routen, la personne qui fuyait ce site. Et c'est au paragraphe 74 du mémoire en clôture Guerrero. Quatrièmement, le fait que les papiers d'identité ont été retrouvés près de ces cadavres dit que cela n'a pas été conformément à la pratique des forces de la VRS de confisquer les papiers d'identité des prisonniers immédiatement, et cela il suggère que ces 9 hommes auraient pu être tués par les forces de la VRS. Ne pouvaient pas être tués par les forces de la VRS. C'est au paragraphe 78. Cela peut nous mener à avoir des doutes raisonnables. D'abord parce qu'il s'agit des bases qui ne sont pas exactes. D'abord, cela pourrait être une simple erreur parce que ces cadavres ont été trouvés seulement à quelques centaines de mètres par rapport à la route principale à Potocari et non pas à Yaglichi ou Chouchnari, et ces villages se trouvent à plus de 5 km de Potocari. Il faut passer par des collines et il n'est pas nécessaire que je vous montre cela ici dans le prétoire parce que cela peut être trouvé par exemple sur la carte Krivaya 95 de l'opération Krivaya ICP, la pièce P01463. Deuxièmement, il est clair que ces 9 hommes ont été tués peu après que le commandant Roden et le lieutenant Koster les ont vus le 9 juillet dans l'affaire Kirstich. Il a dit dans son témoignage, le témoignage du commandant Roten, à la page 9420, il a dit la chose suivante, je cite: il y avait toujours du sang qui coulait, il n'y avait pas de mouches sur les cadavres, il faisait très chaud ce jour-là. Donc vous auriez facilement pu dire que ces hommes ont été tués peu de temps avant cela. Lorsque vous comparez ce témoignage avec d'autres moyens de preuve concernant le degré de décomposition des cadavres quand il fait chaud, il est clair que ces 9 hommes ont été tués dans la matinée du 13 juillet. Au titre de comparaison, les membres de la colonne musulmane PW 116 dans sa déclaration de témoin, ce qui représente la pièce portant la code P02206, a décrit comment il a trouvé des corps dans les collines au-dessus de Kravica et Sandici le 13 juillet, et ces cadavres ne pouvaient pas y être plus longtemps qu'une journée puisque la colonne était partie dans la nuit du 11 juillet de Yaglichi et Chouchnari, et la colonne aurait pu passer par cette zone
potentiellement le 12 juillet. Il a dit, je cite, il faisait très chaud et il y avait des mouches qui se posaient sur sa cadavre, s'appuyaient terriblement. Je ne pouvais plus regarder ces cadavres. Et donc, puisqu'il faisait très chaud, Routen ne pouvait pas regarder ces cadavres très longtemps après qu'ils avaient été tués. Et la réponse à cela, dans le mémoire en clôture Guerrero, d'abord, il n'était pas possible, raisonnablement possible, que les hommes musulmans en vêtements civils qui étaient en vie dans la zone de quelques centaines de mètres sur la route principale de Potocari dans la matinée du 13 juillet ont été membres de la colonne musulmane, ou qu'ils ont été tués par les hommes de la colonne, ou qu'ils ont été tués par les commandants musulmans en retrait qui voulaient joindre la colonne. Ce groupe s'est rassemblé beaucoup de temps avant et était parti beaucoup de temps avant cela. Ensuite, l'autre scénario supposé raisonnable est qu'un homme musulman en vêtements civils qu'on a vu fuir la zone aurait pu les tuer. Ces hommes, c'est 9 hommes, mais ce n'est pas crédible parce qu'il n'est pas raisonnable de dire qu'un tueur aurait resté sur la scène du meurtre assez longtemps pour qu'il soit vu en train de fuir la zone au moment où les officiers du bataillon néerlandais, après avoir entendu les rumeurs qui circulaient, étaient arrivés pour faire une enquête sur place. D'ailleurs, les seuls musulmans restés à Potocari le 13 juillet se trouvaient dans la foule des réfugiés qui n'avaient qui n'étaient pas en position de procéder à des meurtres en masse d'autres hommes musulmans et n'avaient n'avait pas de motif pour le faire. Et dernièrement, il n'est pas raisonnable de tirer la conclusion selon laquelle la présence des pipa papitente des victimes près des cadavres, pour supposer qu'ils auraient pu être membres des forces serbes de Bosnie, et tous les hommes musulmans ne pouvaient pas se voir confisquer leurs papiers d'identité après leur capture ou séparation par les soldats du VRS ou du MUP. Et il y avait beaucoup de papiers d'identité retrouvés dans des fosses communes. Et les arguments de Guerrero se basent sur le fait que ces 9 hommes avaient été tués par les musulmans, pendant qu'il y avait toujours des commandants musulmans dans la zone de Potocari. Le seul moyen de preuve qui pourrait possiblement suggérer cela est le témoignage du témoin PW114 qui a vu 9 ou 10 cadavres qu'il avait vu le 12 juillet, mais il avait également insisté que cela aurait pu être le deuxième jour du transport de la population musulmane de Potocari le 13 juillet. Entre autres, le témoin protégé PW114 a témoigné qu'il ne savait pas quand ces hommes avaient été tués, mais lors de contre-interrogatoire, il a répondu à la question, je cite, « Pouvez-vous nous dire si vous savez quand ces hommes avaient été tués ?» Il a répondu que non, je ne sais pas. Je ne connais pas l'heure de cela. J'étais là-bas à midi, donc cela devait se passer dans la matinée du 11 au 12. C'est ce qui est écrit, c'est ce qui est consigné au compte-rendu à la page 3164. Peut-être que PW114 a vu d'autres cadavres par rapport à des cadavres vus par Routen ou Coster, mais il a vu les cadavres le 13 juillet. Mais la conclusion évidente qu'on peut conclure, c'est que tous les 3 témoins ont vu les mêmes cadavres, le même chair, et cela est clair parce que leurs témoignages sont similaires, et c'est parce que le fait est que seulement 9 cadavres avaient été exhumés dans le près du ruisseau où ces cadavres ont été vus. Si vous regardez la pièce à conviction P03897, cela montre clairement comment tous les 3 témoins oculaires se souviennent d'avoir vu les cadavres dans un espace de quelques mètres par rapport à l'endroit où ces 9 cadavres avaient été exhumés. Dans de telles circonstances, donc le témoin PW114 qui n'a pas pu résoudre ce problème pour ce qui est du fait qu'il a vu les cadavres le 2 juillet et que c'était là en même temps que le
que c'était pendant la 12e journée du transport, cela n'est pas important parce qu'il est clair que les cadavres ont été trouvés le 13 et ces hommes ont été tués le 13. Et ces hommes ne pouvaient pas être tués par des musulmans mystérieux qui procédaient à la vengeance personnelle. Et c'est seulement dans une zone de quelques centaines de mètres par rapport à l'endroit où se trouvaient donc les forces de VRSU Potocari le 12 et le 13 juillet, comme on a vu par exemple dans la vidéo qui représente la pièce portant la code P0 2047. Ensuite, j'aimerais répondre à des arguments soulevés dans le mémoire en clôture Pandurevich à la page 210 où il est soutenu comme suit. Dans l'acte d'accusation, il est soutenu également que le crime de persécution était des conséquences nécessaires et prévisibles du plan consistant à transférer la population. La défense s'étonne et se demande s'il ne s'agit pas d'une erreur pour ce qui est du texte de l'acte d'accusation, parce que les détails du paragraphe 48 de l'acte d'accusation ne peuvent pas être caractérisés de façon appropriée en tant qu'acte criminel individuel, alors qu'il s'agisse de l'opération du meurtre et du transfert forcé. Au paragraphe 83 de l'accusation, il est dit qu'il a été prévisible par l'accusé que, je cite, que les actes criminels individuels tels que meurtre opportuniste individuel et des actes de persécution, comme décrit au paragraphe de 31 à 48 de l'acte d'accusation, allaient être perpétrés par les forces serbes pendant la mise en œuvre de l'entreprise criminelle commune consistant à transférer par la force et déporter la population de Srebrenica et de Jepa, de ces deux enclaves. Fin de citation. Donc, il est clair que, mis à part les meurtres opportunistes, et c'est au point 48 B, C et D, et il s'agit donc des actes criminels de persécution qui sont pertinents pour ce qui est de la mise en œuvre de l'entreprise criminelle commune 348 B, ce qui consiste à infliger des traitements cruels et inhumains aux civils musulmans de Bosnie, y compris des meurtres et des passages à Taba Potocari dans des bâtiments de détention internationale Zornik. Au point 48C, c'est terroriser les civils musulmans de Bosnie, Srebrenica et Potocari. Et au point 48D, il s'agit de la destruction des biens personnels ainsi que des propriétés des musulmans de Bosnie. Ces crimes de persécution ont été des conséquences prévisibles et naturelles du transfert forcé dans le cadre de l'entreprise criminelle commune, indépendamment de leur nature, de crimes contre l'humanité. Donc, les conditions nécessaires pour que ces actes soient des crimes par la nature même de l'attaque contre Srebrenica en tant qu'attaque systématique généralisée contre la population civile et parce qu'il s'agissait des actes de persécution par eux-mêmes, ont un lien suffisant avec cette attaque puisque cela a été commis par les membres des mêmes forces d'attaque et cela a été dirigé contre les membres de la même population. Seulement, dès que ces éléments ont été prouvés, la seule question qui reste à résoudre est de savoir si d'autres actes de persécution ont été prévisibles pour des raisons que j'ai déjà expliquées, à savoir la violence et la haine contre les musulmans et plus spécifiquement contre les musulmans de Srebrenica ont été réellement prévisibles. Et finalement, je voudrais réitérer ce que M. Mitchell a déjà dit, à savoir que les hommes musulmans qui ont été pris emmenés dans la zone de Zvornik n'avaient pas perdu le statut de victime du transfert forcé, de cette opération de transfert forcé, seulement parce qu'à un moment donné, ils sont également devenus victimes de l'opération du meurtre. Les hommes qui ont été séparés à Potocari ou capturés
et pris dans la colonne qui fuyait, avaient été transportés à l'extérieur de l'enclave de Srebrenica, la possibilité de crimes de meurtre opportunistes qui ont été commis lorsqu'il s'agit de ces hommes qui passaient par Bratunac et par les localités dans la zone de Zvornik, ont été prévisibles pour ce qui est des membres de l'entreprise criminelle commune du transfert forcé, ainsi que les crimes commis contre les musulmans qui se trouvaient dans la foule à Potocari, ainsi que l'homme qui a été tué près de la Maison Blanche, ou 9 hommes tués près du Roisseau dans la direction de Budak, Monsieur le Président. Et j'ai une chose brève à dire pour ce qui est de réensevelissement, pour répondre à des questions soulevées dans la mémoire en clôture Nikolic concernant l'inclusion de ces réensevelissements dans l'acte d'accusation ou le transfert des cadavres dans des fosses secondaires. Et encore une fois, je ne vais pas parler de détails factuels ou de la nature de la participation des accusés à cette opération, parce que cela a été présenté dans la mémoire en clôture de l'accusation à partir de la page 311, ainsi que dans des sections concernant des accusés individuellement. Et je vais parler seulement des arguments soulevés dans la section dans la mémoire en clôture Nikolic intitulée l'opération de réensevelissement prétendue, ou soi-disant opération de réensevelissement, n'avait pas de fin ou d'objectif. C'est au paragraphe allant de 260 à 274. La conclusion au paragraphe 274 dit comme suit, je cite: en tout cas, l'inclusion de la soi-disant opération de réensevelissement dans l'acte d'accusation ne sert aucun objectif. Apparemment, la défense soutient que la Chambre de première instance ne doit pas du tout prendre cela en considération, ou soit en tant que soit un élément d'un plan général, B, en tant que conséquence raisonnablement prévisible de soi-disant opération du meurtre, et C, en tant que crime en soi-même, et sous D, en tant que post festum, après l'assistance et l'incitation après les faits. Et c'est erroné. Et j'aimerais dire pourquoi cela a été inclus à l'acte d'accusation, parce qu'il s'agissait d'une opération militaire planifiée, d'une grande opération militaire, et cela devrait dire à la Chambre de première instance quelque chose pour ce qui est de la planification de l'entreprise criminelle commune pour ce qui est du meurtre. Dans l'acte d'accusation, paragraphe 32, il est dit, et je cite, l'opération de réensevelissement représentait une conséquence prévisible et naturelle de l'exécution et du plan originel de l'enterrement, l'ensevelissement qui a été prévu par l'entreprise criminelle commune. Et cette caractérisation reflète les moyens de preuve de l'accusation selon lesquels ces ensevelissements avaient été prévisibles. Pour ce qui est des membres de l'entreprise criminelle commune de maître en juillet 1995, cela a été prévisible à partir du début de cette entreprise criminelle commune de meurtre que cette entreprise criminelle criminelle allait inclure les activités initiales pour cacher ces crimes en juillet 1995, parce que les meurtres et les ensevelissements ont été organisés à tel niveau et en toute vitesse que cela ne pouvait pas être caché. Et cela, en fait, nous montre ce qui s'est réellement passé. La disparition des milliers d'hommes musulmans de Srebrenica est devenue très vite connue par tout le monde, et les enterrements des victimes ont été donc menés en hâte et ont impliqué des civils ainsi que du personnel militaire. La Chambre de première instance, par exemple, va prendre en considération le témoignage du témoin PW 161, 170 et 104, puisque les
meurtres et les ensevelissements n'ont pas été bien cachés, il a été prévisible qu'il aurait été nécessaire de prendre d'autres mesures et d'autres activités pour cacher ces crimes. En tout cas, l'élément de prévisibilité n'est pas un élément qui doit être prouvé nécessairement pour prouver la culpabilité des accusés pour ce qui est de toutes les formes de responsabilité, puisque tous les 5 accusés ont été accusés du génocide et accusés aussi d'avoir joint l'entente pour contribuer à la mise en œuvre de l'entreprise criminelle commune en juillet 1995, avant que l'opération de réensevelissement n'ait été commencée. Et ceux qui ont été impliqués à cette opération de réensevelissement, en d'autres termes, tous les 5 accusés, mis à part Borovchanin, ont contribué encore plus à la perpétration des crimes par leur implication à des réensevelissements dans une période ultérieure, pendant une période ultérieure. Et en même temps que tenant compte de l'opération de réensevelissement, lorsqu'on examinera la question de la responsabilité des individus accusés, l'opération a une importance immense également en tant qu'acte d'occultation qui confirme la connaissance et l'intention des membres de l'entreprise criminelle commune en tant que participants à une entreprise criminelle commune de tuer ces hommes musulmans de Srebrenica. Pour finir, comme la Chambre de première instance l'entendra dire par Mme Solian, la destruction, le meurtre donc de femmes et d'enfants musulmans était un élément du génocide, et les réensevelissements étaient à l'évidence un élément qui a contribué à l'impossibilité de survivre pour la population musulmane et pour se remettre de la perte de leurs hommes, puisque par la suite il aurait été beaucoup plus difficile de repérer, identifier, également de faire son deuil avec le sort des personnes qui avaient été assassinées, mari, pères et fils. Voici donc mes conclusions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges. Le Président, merci. Bien, Madame Solian. Your Honours, Counsel. Monsieur le Président, Madame et Messieurs les juges, Messieurs les avocats, bonjour. L'accusation a prouvé au-delà de tout doute raisonnable que les 5 accusés, Vinko Pavlović, Hubert Borovchanin, Lucia Beara, Vladimir Popović et Drago Nikolić, sont responsables d'un génocide commis contre la population musulmane bosnienne en Bosnie orientale, tel que reproché au paragraphe 26 à 33 de l'acte de l'accusation. Il est prouvé qu'avec pour but de détruire la population musulmane de Bosnie, en Bosnie orientale, la VRS, la RS et le MEP, avec ses forces, ont effectué des actes de génocide qui sont énumérés à l'article 4.2, section A et D du statut. A. Ils ont tué plus de 7000 hommes musulmans de Bosnie à Srebrenica. B. Ils ont causé de graves dommages corporels ou mentaux à la fois à des membres de la population, qu'il s'agisse de femmes ou d'hommes, de la population musulmane de Bosnie, de Srebrenica. C. Ils ont créé des conclusions qui contribuent à la destruction physique de la population musulmane bosniaque de Srebrenica. Et j'ai pas aidé, ils ont contribué à l'impossibilité pour la population musulmane de Srebrenica et de Jepa de vivre et de se reproduire normalement. Je traiterai brièvement des 2 questions qui ont trait à l'accusation de génocide. Premièrement, je m'occuperai des questions de fait qui ont été soulevées par la défense concernant le nombre de victimes à Srebrenica et plus particulièrement le nombre de personnes qui ont été tuées, tel que ceci est reproché au paragraphe 26A ainsi qu'au paragraphe 27 à 32 de l'acte de l'accusation.
Après cela, je parlerai brièvement de la destruction de la population musulmane de Bosnie orientale, en me centrant en particulier sur la destruction des femmes et des enfants, et ceci causé par les séparations des hommes à Podgorica et leur assassinat par la suite, ainsi que les transferts forcés des enclaves de Srebrenica et Šepa, tels que reprochés au paragraphe 26b et 33 de l'acte d'accusation. En ce qui concerne le premier point, le nombre de victimes à Srebrenica, la défense fait valoir que entre 1500 à 3000 personnes de Srebrenica sont mortes dans des combats légitimes, ainsi qu'à la suite des chocs des mines terrestres, de suicides ou de feux, de coups de feu dits amis. On retrouve ceci dans Popovic 708, 1500 à 2000, Paluchin 26, Béara 584, 3000, 586, Nikolic 1493 et 2000. La défense fait également valoir que les chiffres de 3000 sont indicatifs du nombre total des personnes portées disparues à Srebrenica. Et là, je cite, pas plus de 2000 à 3000 victimes ont été tuées lors des crimes à Srebrenica. Ceci dans le mémoire définitif Nikolic, page 1494. Les éléments de preuve montrent toutefois que les chiffres de la défense sous-estiment le nombre de victimes. Premièrement, les éléments de preuve montrent que près de 8000 personnes de Srebrenica sont portées disparues. Sur la base d'une analyse démographique rigoureuse, le nombre minimum de personnes portées disparues à Srebrenica était de 7661 personnes. Comme vous en souviendrez, d'après le rapport de M. Brunborg de 2000 concernant le nombre de personnes qui décédées et manquantes à Srebrenica, c'est un chiffre-là modique. Dans certains cas, des familles entières ont disparu, ne laissant aucun membre de la famille qui est survécu pour enregistrer les renseignements auprès du CICR. Ce chiffre minimum a été révisé à 7826 concernant les personnes portées disparues à Srebrenica en janvier 2008, lorsque la liste a été comparée avec la liste de la Commission internationale des personnes portées disparues. On retrouve ceci à la pièce P 3159, tableau démographique et rapport démographique de Watabo et identification de la commission pièce P 3002, octobre 2007, mise à jour par la commission internationale. Sur la base des tableaux récents du 10 avril 2009 concernant Srebrenica, le nombre de personnes portées disparues à Srebrenica, telles que représentées par des échantillons de sang des donateurs, est de 7789, chiffre qui est très proche des calculs démographiques. Je note que la défense de Nikolic au paragraphe 1469 de son mémoire énonce de façon inexacte que la mise à jour 2009 de la Commission internationale concernant les informations fournies par les familles des personnes portées disparues est incorrecte. Le Dr Parsons en fait a attesté que les informations concernant les individus qui sont portés disparus en tout état de cause proviennent des membres de la famille des personnes portées disparues. Donc je cite, donc associé à cela, Srebrenica aurait été des informations que les familles nous ont fournies. Le Dr Parsons a également exprimé que les équipes qui ont interviewé les familles et qui ont obtenu des échantillons de sang et qui ont enregistré les éléments concernant les dates et lieux de disparition des personnes portées disparues qui sont fixés nominalement au 11 juillet 1995 et à Podgorica ou Forest, ou en ce qui concerne les rapports de correspondance ou les mises à jour aux fins de garder les éléments nécessaires au cas de Srebrenica, sont cohérents de façon interne. T20875 à 20876. En bref, les renseignements de la Commission internationale est basé sur des informations et des échantillons de sang qui ont été fournis par les familles à la Commission et non pas au CICR. Maintenant, sur les presque 8000 personnes
portés disparus Srebrenica, nous avons des éléments de preuve selon lesquels 2000 ont été séparés à Potocari et que 5000 ont été capturés et se sont rendus le long de la colonne à Bratunac-Koniville-Polier et qu'au moins 648 personnes identifiées d'après des restes humains trouvés à la surface ont été tuées le long de la route suivie par la colonne et non pas uniquement au combat. Regardons un peu plus près ces chiffres. En ce qui concerne les éléments de preuve qui démontrent qu'environ 2000 hommes ont été séparés à Potocari, pour commencer, nous avons les éléments démographiques qui montrent que 2070 individus ont été portés disparus à Potocari au cours du mois de juillet 1995. Pièce P02413. Dans le rapport. Dans notre mémoire définitive au paragraphe 496, nous avons les dates de disparition des hommes portés disparus à Potocari qui ont été ramenés à uniquement le 10-13 juillet 1995. Le nombre demeure de 2003. Actuellement, 1443 personnes qui ont été signalés au CICR comme portés disparus à Potocari ont été identifiés par ADN. Ceci peut être vérifié en comparant les données les plus récentes de la Commission internationale. Nous avons la pièce P03159, à savoir le rapport intérimaire de 2007 sur l'identification par la Commission internationale qui contient également des données du CICR sur le lieu de disparition. Le président, au fin du compte-rendu, puisque le nombre de personnes n'a pas apparu aux lignes 24 du compte-rendu, Madame Soliane interrompt le président. Excusez-moi, monsieur le président poursuit. Ça n'est pas de votre faute. Madame Soliane, le nombre est de 1943. Le président, bien, je vous remercie. Madame Soliane, la grande majorité de ces personnes, le président interrompt un instant s'il vous plaît pour le compte-rendu. Le compte-rendu dit d'abord 1, puis maintenant 1943. Je vous ai entendu dire, le président est inaudible. Bon, je vous remercie. Madame Soliane, merci. That would be 1,443. Madame Soliane, il s'agit de 1493 personnes. 1, 4, 4, 3. 1443, dit Madame Soliane. La grande majorité de ces personnes se retrouvent dans les fosses primaires et secondaires qui ont trait à tous les grands lieux d'exécution, y compris les sites d'exécution, y compris Kravica, Orahovac, Koshluk et Braniewo, la ferme de Braniewo-Pilicha, ainsi que dans les fosses primaires qui n'ont pas été remuées, telles que Bichina, Norakasaba et Konevich-Polier, et d'autres. En plus, certaines de ces personnes qui étaient portées manquant de Potocari ont été identifiées par des restes humains à la surface. À titre d'exemple, 12 sur 14 personnes identifiées par l'ADN sur les restes humains à la surface de Koshluk que l'on trouve dans l'annexe D confidentielle au rapport Jean pièce P04491 ont été trouvées, et la déduction la plus raisonnable, à savoir, c'est qu'ils ont été séparés sur place à Potocari. Ceci contredit les arguments de la défense selon lesquels la défense de Béhara à la page 635 et la défense de Popovitch au paragraphe 755 que les restes trouvés à la surface à Kozluk sont des victimes de combats légitimes dans une zone de combat. Deuxièmement, sur près de 8000 personnes portées disparues à Srebrenica, au moins 5000 ont été capturés le long de la route Bratunac-Koniville-Polier. Tandis que les éléments de preuve concernant les mouvements de la colonne, sont les redditions, les captures, sont traités de façon très détaillée dans le mémoire de l'accusation, paragraphe 518 à 544. Quelques éléments de base doivent être présentés de façon à répondre aux arguments de la défense. Les preuves ont montré qu'environ 15 000 civils musulmans
et de la 28e division de la BH se sont réunis ou rassemblés près des villages de Yaglichi et Chouchniari dans la soirée du 11 juillet 1995 et se sont mis en route en colonne vers l'ouest en direction des territoires tenus par les musulmans. Et je souligne vers l'ouest de façon à répondre à l'argument tout à fait infondé au paragraphe 616 du mémoire définitif de la défense Béhara, à savoir que l'itinéraire suivi par la colonne, je cite, aurait très probablement emmené les soldats à travers le secteur de Ravnice, où la colonne aurait pu être attaquée ou tomber en embuscade. Fin de citation. Cet argument fait partie de l'argumentation plus vaste de la défense Béhara, selon laquelle les corps trouvés à Glogova, Ravnice et Zelenizadar dans ces fosses était arrivé là à la suite de combats légitimes. Il n'y a aucun élément de preuve, quel qu'il soit, au dossier selon lequel cette colonne aurait suivi une route aussi compliquée nord-est pour aller à Konievitch-Polier, à l'intersection qui se trouve tout à fait à l'ouest. Nous devons simplement tenir compte d'une carte qui montre le mouvement de la colonne, pièce P2110, pour voir que la colonne a continué de Souchniari et Jaglichi en traversant la zone dite de Podboudjier, au sud de Bratunac, bien au sud-ouest de Glogova et des fosses de Glogova et de Ravnica, en se déplaçant vers l'ouest dans les collines au sud de Bratunac-Konievitch-Polier, suivant la route qui va vers Konievitch-Polier et le carrefour de Konievitch-Polier. On peut le voir aux pièces P04524, à la carte mise à jour qui montre les mouvements concernant les fausses primaires et secondaires sur la base des liens établis avec ADN et des éléments de médecine légale. Les éléments de preuve montrent que les forces serbes de Bosnie ont attaqué la colonne à plusieurs points, y compris près de Ravni, Uljim, Kamnicha, Kravica et par la zone de Konievitch, Polier, Nova Kasaba. Les éléments de preuve montrent que jusqu'à 6000 hommes et garçons ont été capturés ou se sont rendus le long de la route. Une conversation interceptée à 17h30 le 13 juillet dit que montre que les Serbes de Bosnie avaient capturé environ 6000 musulmans, des hommes, le long de la route Bratunac-Polievitch-Polier-Milici ce jour-là, et nous dit qu'environ 1500 à 2000 hommes avaient été détenus sur 3 sites majeurs, Nova Kasaba, Konievitch, Polier, Sanichi, mais les survivants qui ont été capturés et placés à Nova Kasaba ou Sanichi corroborent ces chiffres. Les éléments de preuve démographiques montrent qu'au moins 4600 individus ont été portés disparus des secteurs le long de la route de la colonne entre Yaglichi-Chouchnari et Konievitch-Polier. En gros, ce chiffre comprend les 1085 hommes portés disparus dans les forêts. 2338 indiqués comme disparus à Konievitch-Polier, Kravica, Kamenica, et approximativement 1200 personnes portées disparues à des lieux dits plus petits dans le secteur de Podboudjier, le long de la route de la colonne, avant le croisement de la route de Konievitch-Polier. Voir les pièces P02413, rapport démographique de 2005, et plus particulièrement ERN 0501-6201, ainsi que P3159A. Le rapport intérimaire de 2007. Que savons-nous en ce qui concerne ces hommes musulmans qui ont été capturés ou qui se sont rendus de la forêt aux divers lieux du secteur de Podboudjier? Nous verrons que la grande majorité des personnes ont été identifiées dans les fosses primaires et secondaires qui ont été identifiées en ce qui concerne les lieux d'exécution les plus importants, y compris Kravica, Orahovac, Petkovic, Dam, Kozluk et Branievo, ainsi qu'à Glogova, Bichina, Nova Kasaba et Konievitch-Polier pour les fosses qui n'ont pas été recreusées. Nous savons qu'en plus des quelques 2000 hommes qui ont été séparés à Potocari du reste, ainsi que d'au moins 5000 hommes qui se sont rendus ou qui ont été capturés le long de la route Bratunac-Konievitch-Polier, il y avait 548 personnes dont les restes ont été identifiés à la surface, essentiellement suivant la route de la colonne.
Avant de discuter de ces questions, regardons brièvement les éléments de preuve ADN concernant les nombres de personnes identifiées dans les fosses communes. Si vous le permettez, Monsieur le Président, est-ce que je pourrais peut-être m'interrompre ici? Le Président. Nous reprendrons immédiatement après. Le Président, je vous remercie. Je pense que ça convient parfaitement et nous reprendrons dans 25 minutes. Je vous remercie.